Can you predict what will come in 100 years, or in 10, or in the next minute? De ce livre, on a beaucoup parlé des pervers narcissiques de façon même exagérée et c'est devenu un petit peu l'accusation facile dès qu'on n'était pas d'accord avec quelqu'un. Donc j'ai voulu déjà nuancer cette problématique des pervers narcissiques et puis en même temps, je constatais qu'on parlait beaucoup de narcissisme, souvent à tort et à travers, confondant l'estime de soi, le narcissisme, en gros, le narcissisme sain et le narcissisme pathologique. Donc, pour ça, j'ai repris tous les textes pour essayer d'éclaircir cette notion. Le narcissisme d'un individu est constitué de plusieurs parties: l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. L'amour de soi, c'est quelque chose qui a été au centre des travaux de Freud. C'est au fond cette idée que de ce que je suis digne d'être aimé. Ça correspond à l'amour absolu d'un parent pour un enfant. Je suis quelqu'un de bien et je suis digne d'être aimé. L'estime de soi est quelque chose qui s'est enrichi, qui est normalement assez stable, mais qui peut évoluer à partir des événements extérieurs. La confiance en soi est quelque chose qui normalement est transmis par les parents, au départ, dans le regard des parents, on voit qui donne confiance en soi, mais il y a une part aussi qui est sociale, c'est-à-dire c'est ce que je vaux aux yeux des autres. Et donc à partir de là, cette partie est extrêmement influencée par la société et les retours et les exigences de la société. Alors déjà, je crois que c'est important de reprendre la définition psychanalytique du narcissisme. Si on revient à Freud, très brièvement, Freud a finalement, après avoir évolué sur cette définition, a considéré que l'enfant passait par deux phases. Une phase de narcissisme primaire, qui est le moment où l'enfant est le centre du monde, c'est le nourrisson, c'est Sa Majesté le bébé, disait Freud, où au fond il ne fait pas la différence entre lui et le monde extérieur. Puis l'enfant découvre le monde extérieur, d'abord par la personne qui lui prodigue les soins, et ensuite les autres personnes. Il s'enrichit au contact des autres, tout en étant quand même centré sur lui-même. Et au fur et à mesure de ses allers-retours entre lui-même et le monde extérieur, il découvre l'autre, il apporte de la nuance dans son identité, dans ce qu'il est. Alors, le narcissisme pathologique, ce serait une façon de rester à la phase du narcissisme primaire. Je suis au centre du monde. Les autres n'existent pas pour moi, ils ne m'intéressent pas, sauf s'ils m'apportent quelque chose. L'exemple le plus flagrant, c'est Donald Trump, puisque Donald Trump, d'ailleurs dans les caricatures, dans les cartoons américains, est souvent représenté comme un gros bébé avec des couches, un gros bébé joufflu qui attend que le monde soit à sa disposition. Un individu narcissique, au sens pathologique du terme, est quelqu'un qui fonctionne, qui est clivé.
Il a d'un côté tout ce qui est bien à la fois chez l'objet et chez lui-même, est centré sur lui-même, je suis le meilleur. Et tout ce qui pourrait être négatif en lui est projeté sur le monde extérieur, ils sont nuls les autres. Donc moi je suis le meilleur. C'est donc un fonctionnement qui est en soi pathologique. Alors il y a eu beaucoup de discussions chez les psychanalystes américains à ce sujet pour savoir si c'était une évolution progressive, c'est-à-dire un degré dans la narcissisation, ou bien s'il s'agissait de deux structures différentes. Mais de toute façon, il s'agit quand même d'un fonctionnement qui est en soi pathologique. La notion de narcissisme est au départ une notion freudienne, mais au moment de la dernière guerre mondiale, un certain nombre de psychanalystes européens sont allés se réfugier aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, ils ont un petit peu modifié cette notion de narcissisme pour l'adapter à la société américaine. Ils se sont alors centrés sur l'estime de soi pour adapter cette notion au moi fort américain, donc la réussite américaine. Alors il y a eu en gros deux courants américains, l'ego-psychologie et la self-psychologie, l'un par Kernberg et l'autre par Kohut. Ils avaient des visions un petit peu différentes sur le plan théorique, mais dans la réalité, ils parlaient réellement de la même chose. C'était l'époque où il fallait être performant, il fallait être le meilleur, et les thérapies américaines sont devenues beaucoup plus des thérapies pour s'adapter à la société moderne. Effectivement, il y a trois profils. Classiquement, il y a deux profils auxquels on peut rajouter une forme extrême qui est la perversion narcissique. Le narcissisme grandiose, c'est l'individu qui est tellement centré sur lui-même que l'autre n'existe pas à ses yeux, donc on n'en tient pas compte. Si ce n'est qu'il peut être utile. Donc il y a une vision très utilitaire de l'autre. Ces individus ne se posent aucune question, ne se remettent absolument pas en question. Ils sont persuadés, réellement persuadés qu'ils sont les meilleurs, sont insensibles à la critique, puisque toute critique est vécue comme une agression idiote. Alors l'exemple typique du narcissisme grandiose, c'est Donald Trump, qui lui coche toutes les cases. Malgré tout, il y a un certain nombre de narcisses grandioses qui réussissent, qui se mettent au premier plan, et qui sont au premier plan aussi parce qu'ils sont comme ça. Le narcissisme vulnérable, c'est une notion beaucoup plus complexe, qui d'ailleurs a été évacuée de la classification américaine du DSM, c'est-à-dire le manuel de classification des maladies mentales. Il a été évacué, ils ne retiennent que le narcissisme grandiose. Le narcissisme vulnérable sont également des personnes qui ont une vision grandiose d'eux-mêmes. Au fond, ils ont une mégalomanie intérieure, mais à côté de cela, ils ont quand même plus ou moins conscience qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur mégalomanie. Et donc, soit ils peuvent l'attribuer aux autres, je suis grandiose mais incompris, c'est la faute des autres si je suis comme ça, ou bien ils peuvent avoir une vision un peu plus fragile d'eux-mêmes et
avoir envie, se sentir persécuté d'une façon beaucoup plus sensitive, c'est-à-dire pas très loin de la paranoïa. Ces personnes-là sont souvent des personnes qui vont sur les réseaux sociaux se mettre en avant et agresser avec une haine incroyable les personnes qui pourraient être des détracteurs. Quant au pervers narcissique, alors, le pervers narcissique, il ne faut pas croire que c'est une notion uniquement française, même si la notion de perversion narcissique a été découverte, le terme a été découvert par un psychanalyste français. Les Américains, dès les premiers psychanalystes américains, parlaient de malignant narcissism, c'est-à-dire du narcissisme mauvais, malveillant. Effectivement, c'est l'extrême de la perversion, c'est l'extrême du narcissisme pathologique. Ce sont des personnes qui sont mégalomanes, qui ont conscience, plus ou moins conscience de ne pas être au niveau, mais qui se repaissent du narcissisme sain et bienveillant des autres pour j'allais dire, aspirer ce qui est bien chez l'autre et se rehausser avec le narcissisme des autres. Donc en fait, ils sont comme des vampires, ils aspirent ce qui est positif chez l'autre et ils détruisent tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ce sont donc des individus extrêmement destructeurs qui ont une jouissance à détruire tout ce qui ne leur convient pas. Alors, nous avons tous des failles narcissiques. Et d'ailleurs, Freud disait qu'un certain égoïsme n'empêchait pas d'avoir des relations positives avec les autres. Dans tous les autres troubles de la personnalité, on trouve également des failles narcissiques. Le narcisse vulnérable est quelqu'un qui est tellement centré sur lui-même qu'il ne peut pas vraiment communiquer avec les autres. Et c'est vraiment ce qui fait la différence dans ce trouble de la personnalité narcissique, qu'il soit grandiose ou vulnérable, c'est je suis au centre du monde et donc les autres n'existent pas à mes yeux, donc avec les différentes façons que l'on vient de voir. Alors Donald Trump coche absolument toutes les cases. Il est centré sur lui-même, il est mégalomane, il est envieux des autres, il ne reconnaît pas ses pathologies, il ne reconnaît pas même ses erreurs. Et c'est tellement caricatural que la vraie question que l'on pouvait se poser, c'est comment se fait-il, alors que tout le monde peut le voir, comment se fait-il qu'il ait quand même été élu ? Et je crois que c'est le vrai questionnement de ce livre. C'est donc un individu tellement narcissique, élu à un des postes les plus importants du monde, et aussi ça ajoute un autre questionnement qui est le questionnement par rapport aux autres dirigeants un peu partout dans le monde. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui montre la narcissisation de notre société. Partout, dans les plus hauts postes, nous avons des individus narcissiques de façon pathologique. Alors effectivement, le narcissisme pathologique de Donald Trump, qui est du type grandiose, n'est pas le même que celui de Poutine, qui est beaucoup plus dans le registre pervers narcissique. C'est pas le même non plus que d'autres dirigeants. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a partout, à la tête des États. Ils ont donc été élus démocratiquement et avec des dérives autocrates. On les voit aussi à la tête de certaines grandes entreprises. Donc je crois que ça, c'est le vrai questionnement.
Alors, toutes les statistiques montrent, toutes les enquêtes qui ont été faites, il y en a énormément aux États-Unis, montrent que les hommes sont incontestablement plus narcissiques que les femmes. Moi, je tente à penser qu'au fur et à mesure que les femmes vont monter en puissance et qu'elles vont acquérir du pouvoir, je tente à penser que ces données vont s'équilibrer. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On voit bien à quel point, dans certaines situations, des femmes ont été malmenées par des hommes. Je pense à l'affaire Weinstein, par exemple. Je pense à la Ligue du LOL, qui est quelque chose de plus récent, où des hommes en position de pouvoir ou de petit pouvoir se sentent intouchables et pour pouvoir malmener des femmes qui ne vont pas oser non plus se défendre. Donc je crois réellement que ce sont des données qui risquent de changer. Incontestablement, le narcissisme grandiose, quels que soient les degrés, puisqu'il y a des degrés quand même dans ce narcissisme grandiose, conduit très souvent à des abus de pouvoir. Alors il y a incontestablement des femmes qui sont des narcisses grandioses. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. C'est certainement pas, beaucoup moins dans le registre du pouvoir et beaucoup plus dans le registre de l'apparence et de se mettre en avant. On en voit quelques-uns sur les réseaux sociaux, dans la télé-réalité, elles sont absolument terribles. Mais pour le moment, on n'a pas à ma connaissance des femmes en position de pouvoir politique ou même à la tête des grandes entreprises qui soient des narcisses grandioses. Mais ça va sans doute venir. Il y a actuellement incontestablement un changement dans les rapports hommes-femmes. On le voit très clairement dans les clientèles des psychiatres. Les femmes travaillent, essaient d'être performantes, se donnent beaucoup de mal pour progresser. Les hommes, beaucoup d'hommes, et je dirais les hommes les plus vulnérables, certains étant des narcisses vulnérables, pas tous, un certain nombre de ces hommes se sentent fragilisés par la montée des femmes. Et c'est ce qui, à mon avis, explique la recrudescence de la violence dans le couple et des agressions sur les réseaux sociaux. Dès qu'une femme réussit un peu trop aux yeux des hommes, elle risque de se faire attaquer sur les réseaux sociaux, disqualifiée, et je pense que là, il y a cela révèle la fragilisation de ces hommes, petits narcisses, qui prennent conscience qu'ils ne sont pas des dieux. Ça, c'est effectivement un trait de la narcissisation de notre société. Idéalement, quelqu'un qui a un narcissisme sain laisse la place aux autres. Il a conscience de sa valeur, il a conscience aussi de ses failles, de ses difficultés, il les reconnaît. Et il est capable d'apprécier les autres et de valoriser les autres. Je dirais que c'est à ça que l'on reconnaît le narcissisme sain. Malheureusement, on est dans un monde de pouvoir, de compétition, où au fond, celui qui réussit, entre guillemets, est celui qui se met au premier plan, même si c'est en disqualifiant les autres, même si c'est en utilisant les travaux des autres. Et je crois que c'est là où il faut réellement dénoncer cette narcissisation de la société. Alors quand on cherche l'origine de cette montée du narcissisme actuel, on peut soit le voir dans l'éducation que l'on donne aux enfants et aussi le voir dans les changements de la société.
On est dans une société d'image où il faut se montrer, se donner à voir, être le meilleur, être beau, avoir l'air intelligent, avoir l'air de savoir parler. Ce qui est maintenant un critère plus important que de ses travaux, vraiment, de ses réflexions. Donc on est dans une société d'image, de performance. Il faut fournir, il faut performer, il faut être toujours plus. Et aussi une société de consommation. Consommation, c'est avec nos avoirs bien matériels, mais aussi culturels, que l'on existe. Alors, cette société-là, incontestablement, nous transforme tous, que l'on le veuille ou non. Nous sommes tous devenus plus narcissiques. Certains sont devenus pathologiques, mais pas tous. Mais aussi transforme nos enfants. Et nos enfants, d'une part, sont élevés dans ce monde du toujours plus, mais aussi de plus en plus comme des enfants rois. C'est-à-dire que de plus en plus, l'enfant est une prothèse narcissique pour le parent. Alors certains parents narcissiques se servent de leurs enfants pour se valoriser. D'autres parents normalement narcissiques se sentent obligés, pour éduquer bien leurs enfants dans un monde de performance, de leur apporter des atouts toujours plus, donc les meilleures écoles, les meilleurs enseignements, au fond, on les met dans une situation où on ne leur met pas de limites. Pas de limite, on doit en permanence les valoriser, on doit en permanence leur dire qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont uniques, qu'ils sont le top. Alors ça, on l'a vu très bien avec des études qui ont été faites à l'international. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent unique. Et si on prend la comparaison, il y a eu des études intéressantes en Allemagne qui ont montré que l'évolution du narcissisme chez les individus est élevée en Allemagne de l'Est et élevée en Allemagne de l'Ouest. Et très clairement, le narcissisme pathologique était exceptionnel en Allemagne de l'Est, alors qu'il montait très gravement en Allemagne de l'Ouest. Peut-être qu'Angela Merkel, qui vient de l'Est, ça peut expliquer que elle était dans un narcissisme sain, apparemment, en tous les cas. En Chine, on a vu que la politique de l'enfant unique avait absolument réalisé des petits narcisses, construit des petits narcisses un petit peu partout. Donc, en fait, on voit bien que l'éducation que l'on donne à nos enfants peut très clairement aggraver le narcissisme, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est un cercle vicieux, parce que ces enfants narcissiques vont rajouter au narcissisme de la société parce que ce sont des bons influenceurs et la société narcissique elle-même va rendre les enfants de plus en plus narcissiques. On voit bien comment ça boucle. Incontestablement, la société moderne nous conditionne. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Il y a des normes de réussite et si on n'est pas dans ces normes, on n'est rien. D'où l'inquiétude d'une partie de la population qui ne se sent pas à la hauteur des demandes que nous fait la société. La difficulté, c'est que ces individus narcissiques sont séduisants. Dans un premier temps, quand on est narcissique de façon extrême ou exagérée, on va dire, dans un premier temps, ça marche. Les narcisses passent pour des bons leaders. Ils sont séduisants, ils parlent bien, ils savent dire ce qu'il faut dire pour monter. Ils savent aussi utiliser les autres, se mettre en avant comme il faut. Et donc, dans un premier temps, ça marche. De la même façon, les individus, on va dire des dirigeants narcissiques, prennent plus de risques, paraissent plus dynamiques, ont plus d'idées et donc à partir de là on va penser qu'ils sont bons.
Le problème, c'est que à un certain moment, pour rester à la hauteur de leur mégalomanie, il faut qu'ils en rajoutent, et à un certain moment, ils vont devenir agaçants aux yeux des autres. À un certain moment aussi, pour rester à la hauteur, ils risquent de mentir, ils risquent de tricher sur leurs évaluations, par exemple. Et à un certain moment, ça risque de déraper. Sauf qu'on le voit trop tard. En général, dans un premier temps, on se laisse éblouir. C'est un petit peu comme le miroir aux alouettes. Ça brille, c'est joli, c'est bien, et on y croit. Et puis à un moment, on se rend compte que ce n'est qu'un miroir aux alouettes, et puis là, en général, c'est trop tard. Et quand c'est dans la vie privée, en général, on souffre terriblement d'être avec des gens comme ça. Incontestablement, il y a toujours eu des narcisses, bien sûr, sauf que le monde moderne, construit du narcissisme, amène de plus en plus de narcissisme. La société capitaliste, aggravée par la mondialisation, va faire que il faut se donner à voir, il faut toujours plus. On est, comme le disait Zygmunt Bauman, on est dans une société liquide où tout passe, où tout glisse. C'est quelque chose qui doit en permanence être activé toujours plus, toujours plus. Incontestablement, il y a beaucoup plus de narcissisme. Nous sommes tous devenus plus narcissiques actuellement. Sur les réseaux sociaux, chacun peut se mettre en avant, chacun peut se valoriser. Mais comme il y a beaucoup de concurrence avec la mondialisation, la globalisation, on est obligé d'être au-dessus. Alors on se met en scène. Alors il y a ceux qui vont savoir le faire de façon pratique, par exemple qui vont faire très clairement la différence entre ce qu'il faut montrer sur les réseaux sociaux pour, par exemple, quand on est un artiste, préparer, montrer ce que l'on sait faire. Et puis il y a ceux qui vont être dans la mise en scène permanente, ne faisant pas la différence entre leur avatar des réseaux sociaux et ce qu'ils sont dans la vie privée. Donc ils vont être en show permanent et n'exister que de façon artificielle. Et je crois que ça, c'est une des difficultés de l'époque. D'autant que, si on le voit avec les jeunes qui sont en permanence sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus cet espace de solitude, cet espace pour être eux-mêmes et se questionner sur ce qu'ils sont, puisque c'est un flux permanent d'échanges qui ne sont pas des vrais échanges, mais qui sont dans la superficialité. L'addiction aux réseaux sociaux et à tout ce qui va avec est devenue une des réelles pathologies actuelles, au point que l'OMS en a fait une priorité. Beaucoup de jeunes sont accros aux réseaux sociaux, un petit peu parce que c'est fascinant, mais aussi pour ne pas se démarquer des copains. Parce que, je l'ai dit, on est dans un monde où il faut être conforme, et encore plus chez les jeunes. Alors en même temps, il y a une inquiétude réelle, puisqu'il y a aussi du cyberharcèlement, une violence incontestable qui fait que si vous ne vous pliez pas à tous ces codes, vous pouvez être disqualifié, humilié sur les réseaux sociaux. Alors, pour éviter idéalement que nos enfants souffrent de cela et de narcissisme pathologique, je crois que très tôt, il faut leur apprendre un esprit critique, les amener à avoir une suffisamment bonne image de soi
pour ne pas avoir besoin de se valoriser de façon artificielle, pour ne pas avoir besoin de se rehausser aux dépens des autres. Alors, ça passe par l'amour que des parents peuvent transmettre à leurs enfants. Je sais, mon fils ou ma fille, que tu es quelqu'un de bien et j'ai envie que tu restes quelqu'un de bien. Et on a confiance, nous on a confiance en toi, même si de temps en temps tu fais des bêtises. Et notre rôle, c'est de vous cadrer, vous les enfants. Je crois que c'est essentiel que les parents mettent des limites, ce que ne font pas les parents actuellement, pas suffisamment. Mettre des limites à leurs enfants. N'autorise pas n'importe quoi. Sois vigilant à ne pas laisser des dérives et alerte en cas de souffrance d'un jeune sur les réseaux sociaux par exemple. Ce qui compte actuellement, c'est ce que l'on donne à voir. Pas ce que l'on est profondément, mais ce que l'on donne à voir. Ça peut amener certaines personnes à fonctionner en faux self, c'est-à-dire je ne suis rien, ou je ne m'intéresse pas, ou de toute façon ce que je suis importe peu. Ce qui importe, c'est ce que l'on va retenir de moi. Les narcisses pathologiques sont souvent des personnes creuses et qui, alors pour les pervers narcissiques qui se remplissent de ce qui est positif chez l'autre, mais d'une façon générale, les narcisses grandioses ou vulnérables sont des personnes qui souffrent, qui pourraient souffrir s'ils se donnaient, s'ils en avaient conscience, qui pourraient souffrir de leur vacuité interne. Ils sont devenus, à force d'être centrés sur les images, ils sont devenus des images. On a même l'extrême qui sont ces jeunes femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique pour que leur image des selfies soit, pour améliorer les selfies qu'ils pourront faire puisque les photos déforment un petit peu le visage. Donc en fait, ce qui importe, c'est vraiment l'image et l'apparence. Alors on le voit effectivement de façon plus caricaturale sur la télé-réalité. Au fond, la télé-réalité, c'est quoi? On recherche des individus narcissiques de façon pathologique, et puis on utilise ce qu'ils sont devenus des marionnettes en quelque sorte, et ensuite on les amène à se caricaturer pour que ça fasse du spectacle. Et au fond, ils sont tellement dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes que, au fond, ils ne le perçoivent pas comme étant quelque chose qui est à leur détriment. Si on prend l'exemple du monde du travail, très souvent, dans les entreprises, il faut donner à voir que l'on est bon, que l'on est performant, que l'on reste tard, même si on ne travaille pas plus. Je crois qu'à force de vouloir être conforme à ce que la société attend de nous, au fond, on n'a plus ces espaces pour être soi-même et s'interroger sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Alors, dans un premier temps, très souvent, on se laisse séduire parce que on espère se valoriser en étant avec quelqu'un d'aussi valorisant, justement. Sauf qu'un narcisse n'est pas valorisant, il se sert des autres. Par exemple, beaucoup d'hommes narcissiques ont besoin d'être avec ce qu'on appelle des femmes trophées, c'est-à-dire une femme qui soit belle ou qui ait de l'argent ou une position sociale qui permette de se rehausser. On voit qu'un certain nombre d'hommes en position de pouvoir sont avec ce type de femmes. Donc dans un premier temps ça marche, mais sauf que un narcisse ne s'intéresse pas à la personne qui est avec lui. Tant qu'elle le valorise, tout va bien.
Alors c'est extrêmement frustrant, mais c'est vrai dans la vie amoureuse, mais c'est vrai également dans la vie professionnelle. C'est extrêmement frustrant d'être avec quelqu'un qui est centré sur lui-même. D'abord c'est agaçant, au bout d'un moment c'est très agaçant, et puis à un moment ça peut devenir destructeur, puisque au fond ce qui importe c'est le narcisse et donc pas son entourage. Je pense que tout le monde peut se laisser piéger par des narcisses parce qu'ils nous éblouissent, parce qu'ils ont l'air d'avoir réponse à tout, parce qu'ils ont l'air d'être performants, d'être efficaces, etc. Donc tout le monde peut se laisser piéger. Je crois qu'on est peut-être encore plus vulnérable quand on est soi-même un peu narcissique et qu'on espère se valoriser en étant avec quelqu'un comme ça. Je crois que l'essentiel, c'est de toujours se poser la question de la valeur réelle des personnes, de ce qu'elles sont, de ne pas se laisser impressionner par des récits merveilleux, extraordinaires, et de simplement regarder le travail qu'il y a derrière. Je pense dans le monde du travail, on l'a vu aussi dans le monde de la recherche, celui qui se met le plus en avant n'est pas forcément celui qui a fait le vrai travail. Alors, ça, je crois que c'est un vrai questionnement pour les dirigeants, c'est un vrai questionnement pour les politiques aussi. Il faudrait que l'on soit beaucoup plus modeste et qu'on ait ce regard critique sur ces individus trop brillants. Alors, le narcissisme pathologique proviendrait, selon la théorie psychanalytique, d'une faille dans la construction au moment du narcissisme primaire ou du narcissisme, pour le passage au narcissisme secondaire, parce que, par exemple, un rejet des parents ou un traumatisme à ce moment-là. Et au fond, ces narcisses ne s'aiment pas suffisamment et ne peuvent pas aimer les autres. Pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà avoir un regard au moins positif sur soi. Donc ce n'est pas un problème d'amour de soi, mais beaucoup plus une impossibilité d'aimer. On ne s'aime pas et on ne peut pas aimer les autres. Alors, les narcisses grandioses, très clairement, ne peuvent pas changer. Ils sont d'une construction complètement artificielle et on ne peut pas espérer les modifier d'une façon ou d'une autre. Par contre, les narcisses vulnérables, qui sont, eux, accessibles à la honte, et qui peuvent donc à un certain moment se réparer, je dirais qu'ils pourraient à partir de là se remettre en question. On pourrait espérer pour eux qu'une chute brutale, un événement traumatique qui les fait tomber de leur piédestal pourrait à ce moment-là leur permettre de se remettre en question. Très clairement, la montée du narcissisme pathologique, du narcissisme en général et du narcissisme pathologique est une conséquence de notre société individualiste où chaque individu est centré sur lui-même, sur ses droits, sur sa liberté et non pas en dehors n'ayant aucune conscience collective de l'intérêt des autres. Et que ça, c'est directement lié au néolibéralisme et à cette compétition partout pour du toujours plus. Moi, ce que je vois actuellement, c'est un changement essentiellement au niveau des jeunes,
qui ne veulent plus justement de ce toujours plus, qui ne veulent plus de cette compétition où l'autre est presque un ennemi qu'il faut abattre pour pouvoir progresser, et qui sont beaucoup plus dans le partage. C'est ce que l'on voit très clairement sur ces jeunes dans des nouvelles technologies, des jeunes qui s'intéressent à l'écologie, à l'avenir de la planète, et qui ont envie justement qu'il y ait plus d'échanges et plus de travailler avec les autres et pas contre les autres. Alors ce changement apparaît très nettement chez les jeunes, mais je dirais chez les jeunes plutôt éduqués. Il y a encore beaucoup à faire. Ça se voit aussi chez des femmes qui, on l'a vu aux États-Unis avec du coup les femmes démocrates qui réagissent. Peut-être que d'une certaine façon, Donald Trump, qui est tellement caricatural, ou ces autres narcisses qui descendent de leur piédestal, je pense à Carlos Ghosn par exemple, ou à Weinstein ou d'autres DSK. Au fond, c'est tellement caricatural que ça amène une réaction. Je pense réellement qu'il y a un changement qui se dessine. Est-ce que ça se fera rapidement? Je ne le sais pas. Mais je crois réellement qu'il y a quelque chose qui est un mouvement très clair pour aller vers plus de solidarité, vers plus d'échanges et de partage. Au fond, la description que je fais du narcissisme pathologique, qui peut paraître assez sombre, est en fait une alerte pour dire qu'on ne peut pas être dans toujours plus d'individualisme, toujours plus de performance. Je crois qu'il y a actuellement des réactions qui se dessinent et je crois qu'il faut en rajouter, il faut aller faire attention, tenir compte de l'autre, vouloir faire des choses ensemble et pas uniquement soi au premier plan. Ça me paraît vraiment important. Can you predict what will come in 100 years?